Non? Ah, pardon, merci. Oui, donc pour introduire cette intervention, juste rappeler ce que tout le monde sait sans doute ici, que le dispositif de protection de l'enfance en France repose sur de nombreux acteurs institutionnels, les départements et leurs services d'ASE, notamment les tribunaux et notamment les juges des enfants, les services associatifs habilités, de nombreuses institutions derrière lesquelles toute une série de professionnels interviennent, dont les métiers s'inscrivent dans des champs disciplinaires différents, tels que l'action sociale, le droit, la santé physique et psychique, la psychologie. Autant dire que nous avons affaire à un système institutionnel dans lequel le législateur, par une loi du 2 janvier 2004, a introduit une nouvelle institution, l'Observatoire national de l'enfance en danger, qui est devenu depuis l'Observatoire national de la protection de l'enfance, en lui attribuant l'objectif, je cite, de mieux comprendre l'enfance en danger pour mieux prévenir et mieux prendre en charge. Ces missions de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, définies par la loi et qui ont évolué au fil des textes, elles ont été définies en 2004 et se sont transformées avec les lois de 2007 et 2016, confirmées avec ces lois. Ces missions reposent sur un principe fort, selon lequel l'amélioration de la connaissance en protection de l'enfance passe par l'étude simultanée et l'articulation de deux dimensions qui s'éclairent mutuellement. Les données issues des statistiques et de la recherche, d'une part, et les savoirs issus des pratiques mises en œuvre par les intervenants. Pour nous, c'est vraiment dans ces deux champs que la connaissance doit avancer et c'est par l'articulation entre ces deux champs qu'elle doit aussi évoluer. Et donc, l'ONPE mène différents types de travaux. Il travaille et diffuse des connaissances statistiques disponibles et développe aussi aujourd'hui un nouveau système d'observation moins centré sur les actions menées en protection de l'enfance comme le sont les statistiques traditionnelles et beaucoup plus sur la population concernée, c'est-à-dire les enfants et les familles, à partir de données anonymes, individuelles et longitudinales qui sont transmises annuellement par les départements et qui vont permettre de constituer une base de données nationale qui nous donnera des informations sur le parcours de tout mineur qui bénéficie d'une prestation ou mesure de protection de l'enfance. C'est ce que nous appelons le dispositif Olympe. L'Observatoire également est chargé de recenser et diffuser les études et recherches concernant l'enfance en danger et sa protection. Et avec l'appui de son conseil scientifique composé de 16 membres, il soutient le développement d'études et de recherches par différents moyens, 2 appels d'offres annuels, un annuaire des chercheurs en protection de l'enfance qui est en ligne sur le site, des journées d'études et depuis 2017, un prix de thèse portant sur la protection de l'enfance qui est destiné à faire reconnaître ce champ comme un champ de recherche et d'études à part entière et qui va permettre de valoriser une recherche remarquable et d'en favoriser la diffusion. Le premier prix sera d'ailleurs remis prochainement le 6 juin au Conservatoire national des arts et métiers. Enfin, l'Observatoire conduit des études sur les pratiques d'intervention en protection de l'enfance pour répondre à sa mission légale de recensement, analyse et diffusion des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, sachant que ces travaux menés par l'ONPE reposent sur une méthode qui associe des revues de littérature, des entretiens avec des experts, parfois des enquêtes par questionnaire et toujours des visites de dispositifs selon un protocole qui permet de faire connaître ces dispositifs par des fiches en ligne sur le site de l'Observatoire et donc de mutualiser les pratiques intéressantes et les pratiques nouvelles. Alors, dans cette intervention, je voudrais aborder 2 aspects. D'abord, regarder comment a évolué, selon le cadre légal français, cette question de la place des familles en protection de l'enfance. Et puis, dans un deuxième temps, parler de ce qu'on peut en dire du point de vue des travaux de recherche menés, soutenus ou rassemblés par l'Observatoire. Donc, je commencerai par l'évocation du cadre légal français, car la politique publique de protection de l'enfance est très encadrée par des textes législatifs et réglementaires. Et la mission de l'Observatoire, notamment sa mission sur les pratiques d'intervention, le conduit à analyser et à observer d'abord et à analyser les évolutions juridiques du dispositif, d'abord dans ses rapports annuels au gouvernement et au Parlement, mais aussi dans ses différents rapports d'études. Et dans cette intervention, je vais m'appuyer beaucoup sur une étude que nous avons publiée en 2014, qui s'intitule « Travailler l'accord avec les familles, des expériences de mesures contractuelles en protection de l'enfance », qui nous a permis de voir justement
quelle était dans la protection administrative la place faite aux familles. L'importance du cadre juridique dans ce champ est en partie due au fait que la protection de l'enfance met en tension deux types de droits qu'il faut toujours en permanence, dont il faut toujours articuler la régulation. Ces deux droits, c'est d'abord le droit de l'enfant à être protégé, mais aussi le droit au respect de la vie privée des familles. Ces droits trouvent leur fondement dans notre droit interne, la Constitution, le Code de l'action sociale, le Code civil, mais aussi dans le droit international, et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. D'autre part, comme pour d'autres politiques publiques, ce cadre juridique se construit par des phénomènes d'aller-retour, d'influence réciproque entre les pratiques d'intervention et les évolutions du droit, avec des dispositions juridiques qui viennent souvent consacrer des évolutions de la pensée, des valeurs et des pratiques déjà à l'œuvre sur le terrain, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans l'intervention. Alors, comment a évolué la place des familles au cours des différentes étapes législatives de la construction de notre droit de la protection de l'enfance? Eh bien, il faut d'abord évoquer une loi fondatrice qui date du 6 juin 1984 sur les droits des familles dans leur relation avec les services d'ASE, parce que c'est une loi qui crée une rupture dans notre dispositif, dans sa philosophie, en redéfinissant l'action de l'ASE, en l'encadrant et en reconnaissant des droits aux personnes. Il s'agit principalement alors pour les parents de droit à être informés, de droit à ce qu'on recueille leur accord ou leur avis selon qu'il s'agisse de mettre en œuvre des prestations ou des mesures de protection de l'enfance, d'un droit d'être accompagnés dans leur démarche auprès du service et aussi d'un droit très important à l'époque, parce qu'on oublie que ce n'était pas du tout le cas avant 1984, un droit au caractère limité de la durée des interventions. Et puis aussi en 1984, on crée un droit général pour l'enfant au recueil de son avis sur toute décision qui le concerne. On peut observer que cette loi précède de plus de 15 ans la grande loi dite 2002 du 2 janvier 2002 sur les droits des usagers du secteur social. L'étape suivante, c'est une loi de 89 qui, cette fois, est centrée sur la question de la protection des enfants contre les maltraitances qu'ils peuvent subir dans un cadre familial. Sachant que sous l'égide de l'OMS en 1999, 4 formes de mauvais traitement dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir sont reconnues au niveau international et donc partagées par un très grand nombre de pays au niveau international. Il s'agit donc des mauvais traitements physiques, des mauvais traitements affectifs ou psychologiques, des sévices sexuels, des négligences ou traitements négligents, auxquels on ajoute aujourd'hui l'exposition à des violences conjugales. En 2007, on a une nouvelle réforme de la protection de l'enfance qui va établir une gradation dans le système de protection conformément au droit international et qui aboutit à clarifier les articulations entre 3 sphères de protection dans notre droit. Cette loi aboutit aussi à elle met l'accent sur l'importance de l'évaluation préalable à toute intervention en protection de l'enfance comme un droit fondamental des familles. L'idée que l'évaluation est un droit pour les familles, c'est l'idée qu'on n'intervient pas dans les familles sans avoir évalué que l'intervention est nécessaire, mais aussi sans avoir évalué la proportion d'intervention qui est nécessaire pour répondre aux difficultés des familles. C'est peut-être un peu complexe, mais c'est une position juridique qui est portée par la jurisprudence, notamment devant les tribunaux européens. Et donc, à l'issue de la loi de 2007, on a 3 sphères progressives ou subsidiaires de protection dans notre droit, de protection de l'enfant dans notre droit. La première sphère, c'est la protection parentale. Ce sont les parents qui sont les premiers protecteurs de leur enfant, selon notre droit. La sphère subsidiaire suivante, c'est la protection administrative qui est mise en œuvre par le président du conseil départemental et ses services et qui repose sur l'accord des parents. Et puis la dernière sphère, c'est la protection judiciaire qui est subsidiaire à la protection sociale et qui introduit la dimension de contrainte, imposition aux parents avec une recherche de leur adhésion. La loi définissant dans cette réorganisation de ce cadre les cas de figure où l'on va passer directement de la protection parentale à la protection judiciaire sans passer par la case administrative, c'est-à-dire en l'absence de possibilité d'évaluer, en l'absence d'accord des parents à la proposition d'intervention administrative, ou encore en cas de danger grave et immédiat dans les cas de maltraitance, mais ça c'est un nouveau cas de figure qui est arrivé en 2016. Donc en 2007, la loi diversifie aussi les modes d'intervention en consacrant des pratiques nouvelles, mais finalement pas si nouvelles que ça, parce que ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'elles étaient initiées sur le terrain.
Il s'agit de l'accueil de jour, de l'accueil séquentiel, de l'AEMO avec hébergement. Elle crée aussi, cette loi, un nouvel outil, le projet pour l'enfant, pour répondre à une demande pressante des familles alors, qui ont fait valoir qu'elles ne comprenaient pas toujours l'opportunité du choix de tel ou tel type de mesures ou de prestations. Donc en 2007, le projet pour l'enfant apparaît comme un outil de transparence. Il a pour objectif d'organiser les relations entre les parents et les services chargés de les accompagner. Il aura quand même du mal à se mettre en place. La loi de 2007 intègre aussi dans le droit français un des grands principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, avec un article à valeur de portée générale, selon lequel l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. Mais finalement, c'est en 2016, avec la loi du 14 mars, que l'on va mettre au cœur des objectifs de la protection de l'enfance, dans une nouvelle définition de cette politique, le fait de garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, de soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et de préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Et ce qui est intéressant quand on observe la loi de 2016, c'est que cet objectif de la protection de l'enfance, de répondre et d'assurer les besoins fondamentaux de l'enfant, il s'impose aux parents, mais aussi au dispositif de protection lui-même. Il met un petit peu tout le monde à égalité de ce point de vue-là dans la loi. En 2016, le projet pour l'enfant est complètement repensé et devient un outil au service de l'enfant, garant en lien avec la définition nouvelle de la protection de l'enfance de ses besoins fondamentaux, ainsi que de la cohérence et de la concertation de tous les acteurs qui interviennent dans sa vie. Cette nouvelle étape législative conduit au lancement par le ministère de la Famille à mi-2016 d'une démarche de consensus pour énoncer collectivement les besoins fondamentaux de l'enfant en vue d'en faire une référence incontournable et partagée socialement par les responsables politiques, les professionnels ainsi que les familles. Et en effet, comme le souligne le rapport issu de cette démarche de consensus, le rapport Martin Blacher de février 2007, je le cite, « Concevoir un projet pour l'enfant qui prévoit une meilleure prise en compte de ses besoins fondamentaux suppose de manière incontournable une approche participative et dialogique avec ses caregivers. S'interroger sur comment mieux accompagner l'enfant dans sa santé, son éducation, ses relations nécessite une autre posture de proximité plus grande avec ceux qui sont avec l'enfant dans le concret du quotidien. Les parents deviennent alors des partenaires pour réfléchir à ce qu'ils font ou pas, à leurs raisons, leurs difficultés et à la manière dont ils pourraient mieux soutenir leur enfant. » La démarche de consensus, appuyée sur une revue de littérature préparée par l'ONPE, a débouché sur l'identification de 7 besoins fondamentaux universels de l'enfant pour se développer, dont un méta-besoin qui est qualifié de méta-besoin parce qu'il conditionne la satisfaction des autres besoins de l'enfant. Ce méta-besoin de sécurité, qualifié comme méta-besoin de sécurité par les participants à la conférence de consensus, englobe les besoins physiologiques et de santé, le besoin de protection et le besoin affectif et relationnel de tout enfant. Donc à ces 3 besoins constituant le méta-besoin de sécurité s'ajoutent 4 autres besoins, le besoin d'expérience et d'exploration du monde, le besoin d'un cadre de règles et de limites, un besoin d'estime et de valorisation de soi et le besoin d'identité. Par ailleurs, les participants à la démarche de consensus ont également défini des besoins spécifiques en protection de l'enfance, dont ils expliquent, il faut revenir au rapport, qu'ils découlent, ces besoins spécifiques, d'une part des effets sur le développement de l'enfant d'un parcours antérieur d'exposition adverse qui exacerbe ses besoins fondamentaux, et d'autre part, ces besoins spécifiques découlent des effets de la rupture, du placement et du parcours de prise en charge qui rendent nécessaire, je cite, un cadre de suppléance compensateur structurant. Donc voilà ce que je voulais un petit peu rappeler sur l'évolution du cadre juridique, où l'on voit quand même comment les choses se transforment et comment on est passé finalement d'une famille de parents et enfants disposant de droits à l'égard des services à une position différente d'une famille partenaire de l'ensemble des services autour de la prise en compte des besoins de l'enfant. Donc ça, c'est l'évolution du cadre juridique. Alors, quel regard peut-on porter sur les pratiques et les interventions en protection de l'enfance du point de vue toujours de la place des familles, à partir cette fois des travaux menés, repérés ou soutenus par l'Observatoire? Eh bien, au vu de ces travaux, il apparaît que la place faite aux parents et aux enfants en protection de l'enfance est en train d'évoluer sous l'effet de plusieurs mouvements, et je vais évoquer 3 directions générales pour cette évolution, trois grandes lignes d'observation. La première, elle porte sur l'émergence de nouvelles pratiques en protection de l'enfance.
La deuxième ligne, elle porte sur la question de l'évaluation en protection de l'enfance. Et la troisième, ce sera l'évocation d'un courant de recherche important sur la période récente, qui sont les recherches sur le devenir des enfants pris en charge en protection de l'enfance. Alors donc la première ligne d'évolution, la première observation de cette évolution, elle porte, je vous le disais, sur l'émergence de nouvelles pratiques d'intervention qui font bouger les lignes du dispositif de protection de l'enfance, l'amenant de plus en plus à prendre en compte les familles. Alors on peut donner 3 exemples de ces transformations. La première transformation, c'est celle qui porte sur la distinction très classique, ancrée dans notre droit initial de 1958, entre travail dans la famille, en milieu ouvert, et intervention en suppléance, c'est-à-dire après une séparation, distinction autrefois assez exclusive et aujourd'hui beaucoup moins. En effet, dès les années 80, institutions et professionnels expérimentent de nouvelles modalités de travail en cherchant une souplesse dans les réponses proposées aux familles et aux enfants. Parmi ces nouvelles pratiques, dont j'ai déjà dit que la plupart ont été inscrites dans la loi de 2007, il est un mode d'intervention particulier tout à fait significatif, qui lui d'ailleurs n'a pas été inscrit comme mesure ou prestation dans la loi de 2007. C'est ce fameux type de dispositif qu'on appelle les placements sans déplacement ou placements à domicile. Cette modalité combine différents composants qui sont issus à la fois du milieu ouvert et du placement. On y trouve le domicile comme terrain d'action privilégié des professionnels qui interviennent dans la famille en apportant un soutien actif et concret sur les moments et domaines du quotidien où parents et enfants sont le plus en difficulté. On y trouve aussi le caractère soutenu de l'intervention avec au moins 2 ou 3 temps de présence au domicile par semaine, fréquence qui peut même être quotidienne à certaines périodes, notamment en début d'intervention, et qui crée d'ailleurs des modalités relationnelles nouvelles entre la famille et les intervenants au domicile. On trouve aussi la mise en œuvre d'une pluralité d'actions, des accompagnements individuels, mais aussi des temps collectifs, des temps où les parents sont regroupés en groupe de parole, par exemple. On a aussi, issu du placement, l'accueil possible de l'enfant en situation de crise familiale ou sous forme de repli, au vu de l'évaluation de la situation familiale par les intervenants qui connaissent bien cette situation puisqu'ils sont régulièrement au sein de la famille. On a aussi, autre caractéristique, une grande disponibilité des équipes avec des amplitudes horaires larges et des possibilités d'intervention le week-end, ceci étant lié d'ailleurs aux moyens dévolus à ces équipes, ainsi, et c'est aussi sans doute un point très important, qu'une posture professionnelle spécifique, avec des professionnels qui n'interviennent plus selon des modes du type de l'expertise, mais dans une nouvelle approche qui veut combiner une phase d'observation et une guidance parentale fondée sur une co-construction d'expériences avec les parents. Il est question d'être et de faire avec les parents, qu'il s'agisse des actes de la vie quotidienne avec un enfant ou de l'accompagnement dans des démarches, en portant un regard bienveillant sur les parents souvent stigmatisés, en les confortant dans leur capacité à trouver leurs propres solutions pour répondre de façon appropriée aux besoins de leur enfant. De façon assez caractéristique, la grande majorité des services que nous avons étudiés, et nous avons eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs à l'occasion de plusieurs études menées par l'Observatoire, la plupart de ces services énoncent des références théoriques assez précises auxquelles s'adosse le travail des équipes, alors qu'on a pu observer que ce référencement était moins étayé dans des modes d'intervention plus classiques. Il est fait ainsi recours aux approches systémiques, aux travaux sur la parentalité, travaux de Didier Houzel, ainsi que ceux de Guy Oslos sur les compétences des familles, mais aussi aux travaux de Guy Hardy concernant l'aide contrainte ou sous injonction administrative, ainsi que concernant les stratégies d'intervention favorisant les processus de changement au sein des familles. Alors aujourd'hui, ces dispositifs continuent de se créer, pour certains d'aller vers une vitesse de croisière. On voit qu'ils correspondent pour certains, ils interviennent à des moments spécifiques de parcours en protection de l'enfance. Beaucoup interviennent dans l'accompagnement d'un retour au domicile, lorsqu'à la fin, après un placement, l'enfant va reprendre la vie dans sa famille, parce qu'on se rend compte que pour que ce retour se passe dans de bonnes conditions, il y a besoin d'un accompagnement. Donc ces dispositifs interviennent notamment dans ces situations-là, parfois aussi dans des préparations de placement, dans certains cas. En tout cas, ils intéressent les chercheurs, puisqu'au moins 2 thèses d'État en sciences de l'éducation sont en cours les concernant. Le deuxième exemple de transformation des fondamentaux de la protection de l'enfance,
Il porte sur la mission traditionnelle d'accueil des dyades mères-enfants de moins de 3 ans, sous la forme traditionnelle des centres maternels, qui sont de très vieilles institutions de protection de l'enfance, avec la création au cours des années 2000 de nouveaux dispositifs qui sont les centres parentaux, qui ont d'ailleurs été reconnus par la loi de 2016. Ces centres accueillent de très jeunes couples de parents accompagnés d'enfants de moins de 3 ans, en proposant un hébergement le plus souvent dans des appartements diffus, avec pour objectif d'agir précocement pour favoriser la protection de l'enfant par ses parents. Ces dispositifs mettent en œuvre un accompagnement global, multidimensionnel et multidestinataire, avec de nombreuses interventions de soutien des parents, basées en partie, là encore, sur le faire avec. Selon une recherche conduite par Gann et Thierry dans le cadre de l'appel d'offres 2015 de l'Observatoire, je cite, « De nombreux parents accueillis ont finalement le sentiment que les professionnels des centres parentaux leur ont apporté le soutien qu'ils auraient dû recevoir de leurs parents au moment de la transition à la parentalité. La dimension de soutien affectif est particulièrement importante dans ces situations. On la retrouve du côté des parents et des professionnels, ce qui rend difficile, disent les chercheuses, le moment de la sortie, entraînant des questionnements sur le devenir de ces liens par la suite. » Enfin, j'évoquerai un troisième exemple de transformation dans le champ des interventions. Il concerne les modes professionnels de suppléance en accueil familial chez les assistants familiaux, avec le développement d'autres formes d'accueil familial, qui est également soutenu par la loi de 2016, et qui est l'accueil d'enfants confiés à des proches bénévoles, proches qui peuvent être des membres de la famille élargie ou de l'entourage. Alors bien sûr, vous me direz, ce n'est pas une nouveauté, on avait déjà le système des tiers dignes de confiance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est considéré comme ayant de la valeur, et devant se développer, la loi de 2016 souhaite que ce type d'accueil se mette en place dans des cadres administratifs. Et nous avons pu observer que certains services, pour la mise en place de projets de ce type, utilisent une modalité de travail inspirée d'une pratique néo-zélandaise, la conférence des familles, dont l'objectif est de voir comment une famille peut réfléchir dans son ensemble aux moyens d'assurer l'éducation et la sécurité d'un enfant, notamment en organisant une suppléance par un membre de l'entourage ou de la famille, ou un proche de la famille. Donc, une évolution de la place des familles qui se trouvent le plus souvent amenées à participer aux actions de protection. La deuxième direction de l'évolution de cette politique publique concerne la question de l'évaluation et de ses outils comme support de travail avec les familles. En 2002, Marceline Gabel et Paul Durning soulignaient que si les débats en cours rappellent à juste titre les droits des usagers et la nécessité de favoriser la participation des parents et de placer ces derniers au centre des pratiques de prévention et de protection, l'évaluation et le recours à des outils d'évaluation restent encore peu évoqués. Or, après la loi de 2007, on assiste à une montée en charge des questions d'évaluation. Je vous l'ai dit, la loi a rendu l'évaluation préalable à toute intervention obligatoire. Elle a aussi introduit une obligation d'évaluation en cours de prise en charge de la situation de tout mineur bénéficiant d'une mesure de protection, et encore une fois dans une pensée où l'évaluation est un droit des familles. Dans son étude de 2014 que j'ai déjà évoquée, l'ONPE a fait le constat que la question de l'évaluation de la situation avant d'entrer dans une mesure administrative et durant le cours de la mesure était constamment évoquée par les professionnels rencontrés. Outre les propos recueillis, le travail de terrain mené pour cette étude a montré que l'évaluation de l'accord des parents vis-à-vis de la mesure proposée devenait très importante pour les professionnels, les conduisant à rechercher et à construire des outils pour évaluer. Mais nous avons aussi constaté que les outils recueillis et étudiés risquaient pour certains de glisser de l'évaluation de la situation familiale et notamment de l'état de l'enfant et du comportement des parents à son égard, à une évaluation du comportement parental vis-à-vis des institutions de protection de l'enfance. Et donc nous avons été amenés à rappeler les précautions qu'il y a à prendre avec les outils d'évaluation et les exigences en termes de validation de ces outils. Donc j'évoquerai rapidement, puisque le temps passe, le fait que l'ONPE a soutenu dans un de ses premiers appels d'offres recherche la création d'un référentiel d'évaluation participative des situations familiales en protection de l'enfance, qui a été élaboré par un CREAI et 4 départements pendant 2 années, et qui ensuite, à la demande du Conseil scientifique de l'Observatoire, a fait l'objet d'une démarche de validation scientifique. Comme je n'aurai pas le temps de tout vous dire, je vais passer sur ce que nous a apporté cette démarche de validation scientifique, à regret, mais on aura peut-être des temps d'échange, et en venir à la troisième élément que je voulais évoquer dans cette évolution de cette politique publique,
qui est l'importance des études de devenir, en particulier comme source d'information sur la vie familiale des jeunes pris en charge. En effet, depuis sa création, l'Observatoire a constaté le développement important d'études et recherches sur les questions liées à la transition à l'âge adulte, ou au devenir des personnes anciennement prises en charge en protection de l'enfance. Il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont développés sur ces questions-là. C'est des travaux qui portent en général sur des parcours longs en protection de l'enfance, donc sur des parcours de placement, qui ont l'objectif de développer la connaissance des parcours, de donner la parole aux personnes concernées, notamment à travers les enquêtes qualitatives, et aussi qui donnent aux acteurs institutionnels un appui pour des orientations à prendre. Et je voulais vous citer particulièrement une enquête de grande envergure, l'étude dite ELAP, étude longitudinale sur les adolescents placés, qui a été conduite sous la direction d'Isabelle Fréchon et dans le cadre de l'INED, en 2 vagues de questionnaires qui ont permis d'interroger, dans la première vague, plus de 1500 jeunes au moment de leur transition à l'âge adulte, et 18 mois après, presque 800 ont pu être réinterrogés sur cette phase de transition. Il y a énormément de données dans cette enquête qui commence à faire l'objet de publications. Et je voulais vous parler des résultats sur la question de l'entourage des jeunes au moment de leur transition à l'âge adulte. Car les résultats de la première vague d'enquête montrent que l'absence des parents dans l'entourage de ces jeunes est une réalité, soit que ces parents soient décédés, soit que les jeunes ne les aient jamais connus, ou bien qu'ils n'aient encore aucun contact avec eux. Quelle que soit la qualité des liens entretenus, c'est seulement 36% des jeunes qui, au moment de la transition à l'âge adulte, ont encore leurs 2 parents dans leur horizon, ce qui évidemment n'a rien à voir avec ce qui se passe pour les jeunes de 18 ans en population générale. 41% ont des contacts avec un seul des parents et 18% avec aucun. 5% n'ont pas voulu répondre à ces questions. Par ailleurs, en croisant les données, les chercheurs ont vu que 23% au moins, ils estiment que c'est un pourcentage qui est sous-estimé, 23% de ces jeunes sont orphelins, soit de l'un, soit de leurs 2 parents. Et cette question de l'orphelinage des enfants placés en protection de l'enfance est une question méconnue, mais qui est très importante et dont nous commençons à prendre conscience à travers les études. Elle est importante, bien sûr, pour penser justement à l'entourage relationnel de ces jeunes et les accompagner par rapport aussi à l'orphelinage. Ce constat pousse à aller plus loin dans la connaissance, bien sûr, pour essayer de comprendre si cette réalité est une cause, une conséquence du placement ou peut-être un effet des deux. Dans le questionnaire, il a aussi été demandé aux jeunes s'il y avait d'autres personnes qui avaient joué pour eux un rôle de parent. Les 3/4 des jeunes ont cité au moins un référent parental autre que leurs parents. Et sur ces référents parentaux, 41% sont issus de la sphère familiale, avec venant en premier dans les personnes qui sont citées, les oncles et tantes, et ensuite les grands-parents. Et puis pour 59% des autres référents parentaux, ils sont issus de la sphère extra-familiale. Et là, on retrouve en premier cité les familles d'accueil et ensuite les éducateurs ou directeurs de foyer. Ceci donne un aperçu de l'entourage que les jeunes vont pouvoir solliciter au moment de leur sortie des dispositifs, auxquels il faut aussi ajouter leur réseau amical. De manière plus générale, il ressort des recherches sur le devenir que les relations familiales à l'âge adulte des personnes placées sont à mettre en lien avec les contacts entretenus au cours de l'enfance et de l'adolescence et les figures d'identification proposées aux jeunes pendant les prises en charge hors de la famille. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Pour vous dire qu'on peut donc observer l'émergence de démarches participatives en protection de l'enfance visant à associer les familles aux actions menées, tant du côté des interventions, en particulier dans les nouveaux dispositifs mis en place, que du côté de l'évaluation des situations et des interventions. Même si ces démarches ne sont pas linéaires et sont confrontées à des ambivalences de terrain, à des limites aussi dans certaines situations de protection de l'enfance, comme nous avons pu l'analyser dans l'étude de 2014, elles témoignent tout de même d'une évolution de fond. De plus, ces démarches peuvent, dans certains endroits, déboucher sur des expériences collectives d'implication des personnes qui vont plus loin et qui revêtent des enjeux de citoyenneté, dès lors que cette fois, l'expérience d'implication des personnes concernées va porter sur l'organisation même de la protection de l'enfance. Alors, je voudrais avoir le temps d'évoquer encore 2 expériences d'implication des personnes à dimension citoyenne en protection de l'enfance, parce que c'est vraiment nouveau et que c'est extrêmement important. C'est d'abord la mise en place par l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance du Finistère d'espaces publics de parole et de débat sur les questions de protection de l'enfance, espaces publics qui sont ouverts aux élus, aux professionnels, aux chercheurs, ainsi qu'aux familles et aux jeunes. Ce sont les ateliers haut-parleurs,
Et en 2016, ces ateliers haut-parleurs ont été mobilisés notamment pour réfléchir aux évolutions du 5e schéma de protection de l'enfance et de la famille dans le Finistère. La deuxième expérience, elle concerne les suites d'une recherche conduite en 2012 par l'Université de Créteil sur la transition à l'âge adulte au sortir de la protection de l'enfance, recherche dont l'originalité a résidé dans l'association d'un groupe de jeunes sortant de la protection de l'enfance à toutes les étapes de la recherche, depuis la construction de la problématique et des méthodes de recueil des données jusqu'à l'analyse et l'interprétation de ces données, en passant par leur présence au comité de pilotage. Cette recherche, dite par les pairs, souligne notamment l'importance de construire des réseaux de pairs dans et après la suppléance comme support à l'identification. Eh bien, un des effets de cette recherche a été justement la création d'associations d'entraide entre personnes issues de la protection de l'enfance dans 2 départements de la région parisienne, à l'initiative d'une partie des jeunes chercheurs associés comme chercheurs pairs, qui développent aujourd'hui de nouvelles pratiques de soutien auprès de plus jeunes qu'eux. Je vous remercie de votre attention.